Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, Bon, parfait. Mais écoutez, j'ai l'honneur de démarrer cette matinée et donc c'est effectivement avec un certain plaisir que je vais pouvoir vous présenter quelques concepts assez généraux mais qui me semblent assez fondamentaux pour rentrer tout en douceur et légèreté sur cette question de l'arôme et du potentiel aromatique. Et pour cela, je vais m'appuyer sur 5 dessins originaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le potentiel aromatique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de précurseurs d'arômes. Donc, ce sont des molécules relativement grosses, assez lourdes, non volatiles et qui ne présentent pas d'odeur. Vous en connaissez un certain nombre, la S-méthylméthionine, les glycosides, les précurseurs de thiol, certains acides gras. Et c'est vraiment au cours des procédés de transformation des matières premières que par des actions mécaniques, chimiques, physiques et aussi microbiologiques, que ces molécules vont pouvoir libérer une molécule plus petite, volatile et le plus souvent odorante. Un point qui est important, c'est que ces précurseurs, on les retrouve dans le raisin, mais pas uniquement. En fait, dans le règne végétal, les plantes ont beaucoup de points communs et vous allez pouvoir retrouver ces mêmes précurseurs dans différentes matières premières, que ce soit le houblon, le malt en brasserie, mais on le retrouve aussi dans des fruits, dans l'ananas, dans la pomme, dans la vanille. Donc, c'est intéressant de prendre un peu ce recul-là. Les plantes ont aussi en commun tout un tas de métabolites et de constituants qui ne sont pas des précurseurs d'arômes systématiquement à proprement parler, mais qui peuvent jouer un rôle dans la révélation et aussi dans la préservation des arômes. Donc, c'est une famille de molécules un petit peu plus large, mais qui souligne l'intérêt de bien comprendre, comme le disait Aurélie, la qualité des matières premières, des raisins, mais aussi des mous, car on pourrait les intégrer quelque part dans les notions de potentialité aromatique. À partir du moment où on va commencer à transformer la matière première, on va extraire ces précurseurs et ces métabolites, on va les transformer également et progressivement au cours de la vinification, au cours de chaque étape, on va libérer à partir des précurseurs ou former in situ différents composés volatiles qui vont s'accumuler en couche aromatique quelque part. Donc c'est un processus d'évolution qui est continu, qui est très fluctuant parce qu'il y a aussi beaucoup de pertes au cours de ce processus, mais progressivement, on tend vers une certaine complexité et on a à l'issue de ces étapes eh bien, une première photographie de la composition aromatique d'un vin enfermé dans une bouteille. Mais ce n'est pas suffisant pour s'en faire une représentation. Donc, je vais vous demander juste un peu de réactivité et tous de fermer les yeux. Donc, j'ai que 5 minutes, donc j'insiste, fermez les yeux, ça va être très rapide. Vous prenez un verre dans votre main. Vous regardez au fond de ce verre, il y a un vin, vous identifiez quelques molécules, il y en a 4 différentes, des jaunes, des vertes, des bleues, des rouges. Vous les multipliez par 10, par 100, par 1000, par 1 million, voire plus. Vous en rajoutez 100 autres nouvelles et vous commencez à avoir ces différentes molécules qui sortent du verre une à une en fonction de leur volatilité. Elles apportent chacune leur odeur. Les jaunes apparaissent en premier. Vous commencez à avoir des molécules vertes qui apparaissent. Les jaunes se dissipent, les vertes et les rouges se mélangent. Vous avez une nouvelle perception. Vous distinguez à peine quelques molécules bleues au fond de votre verre. Vous ouvrez les yeux. Tout ça pour dire que l'arôme prend réellement sa dimension également dans l'espace. Et en quelques minutes, vous voyez bien que la composition de l'arôme va changer simplement du fait de la répartition de composés clés de l'arôme. Il y a bien sûr quelques composés stars qui impactent un petit peu plus, mais l'arôme reste cet ensemble infini de molécules. À partir de là, c'est vous qui avez les clés pour vous faire une représentation de l'arôme. Les molécules vont diffuser jusqu'à votre muqueuse olfactive, elles vont interagir avec des récepteurs et de là vont partir des signaux. Et c'est vous qui allez faire votre propre représentation de l'arôme. Et je me garderai bien de faire des prévisions à ce niveau-là en fonction de vos expériences sensorielles, des sens, des autres sens qui vont être activés à ce moment-là. Vous allez faire votre propre image. Donc pour terminer, je dirais que, comme le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux.
Donc, vous allez me dire à quoi bon dessiner un arôme ou essayer de le dessiner. Tout simplement parce que l'équipe de Vinceo et d'Innovin nous l'a demandé ce matin. Donc, voici une représentation qui me convient assez bien de l'arôme. Premièrement, parce qu'elle est simpliste. Et on comprend bien la complexité de la construction du potentiel, de la libération des arômes, de leur diffusion et de leur perception. Donc, forcément, on ne peut avoir qu'une représentation simpliste. Et chez Niceos, modestement, on essaie, avec des instruments et des méthodes bien spécifiques, d'en tirer un petit peu les ficelles. Je pense que nos vins le méritent. Sans arôme, ils perdraient de leur sens et nos sens seraient bien tristes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation colorée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Moi, je me permets, pendant que vous prenez vos claviers, d'en poser une. Laurent, tu parles d'expérience sensorielle. Est-ce que quand on veut bien déguster un vin, on peut provoquer certaines expériences sensorielles qui nous permettraient plus tard de mieux savourer et de mieux déguster un vin? Est-ce qu'il faut qu'on passe par certaines expériences, certaines étapes pour pouvoir vraiment connaître mieux un vin? Alors, effectivement, dans ce contexte où on voit qu'il y a dans le contexte de crise sanitaire, on voit bien l'impact des pertes de l'odorat. Il y a des méthodes qui sont mises en place pour rééduquer et s'entraîner. Donc, je ne suis pas expert vraiment de cette partie-là, mais on sait qu'on peut s'entraîner, on peut entraîner notre nez. Malgré tout, on a des récepteurs qui sont en lien avec notre génétique et notre état de santé, mais on peut l'entraîner à reconnaître différentes odeurs, être plus performant. Et forcément, si on est plus performant, on va faire une perception des vins qui va être plus complexe et plus approfondie. Et c'est pour ça que, comme le soulignait Aurélie, que certains dégustateurs professionnels peuvent faire des observations très fines. Nous, on le voit quand on compare de l'analyse et de la dégustation, on s'aperçoit que certains dégustateurs peuvent distinguer des différences assez infimes et ça peut en être même bluffant, quoi. Mais on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus. Merci. Donc, on a une question, Laurent, sur le chat. Après 5 minutes d'expression du vin, celui-ci perd-il de son aspect aromatique? La dégustation se dégrade-t-elle ou au contraire, les arômes continuent-ils de s'exprimer? Alors honnêtement, tout ce que je peux dire, c'est que les choses changent très vite. On sait qu'on a des molécules très petites, très volatiles qui peuvent très rapidement disparaître, enfin se volatiliser dans l'air, donc elles ne vont plus contribuer à l'arôme. Je n'ai pas d'idée de photographie vraiment précise. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de changements en 5 minutes. Et du coup, moi j'ai une question sur ta présentation. Tu dis que l'arôme est complexe, on en est persuadés tous les deux. Comment vous y prenez pour faire une analyse? Vous êtes plutôt dans une démarche exhaustive, une démarche ciblée? Comment faudrait-il faire? Alors, la première chose que l'on fait, c'est de bien comprendre quelle est la problématique qui est exprimée. Est-ce qu'on veut évaluer l'impact d'un procédé sur une molécule bien spécifique ou est-ce qu'on essaie d'avoir une photographie analytique la plus proche quelque part du rendu aromatique. Donc, en fonction de ça, eh bien, on met en œuvre une ou plusieurs méthodes d'analyse et malgré tout, en gardant à l'esprit que ce lien entre l'analytique et le sensoriel est un peu un genre de Graal qui est souvent attendu, mais qui pour moi est une question presque secondaire. Je préfère clairement combiner les approches sensorielles et analytiques comme deux approches complémentaires pour essayer de répondre à une problématique.